Parlons de l'actualité nationale à présent et des élections municipales, bien sûr. Les Français qui nous regardent, très nombreux, ont hâte de découvrir votre analyse, votre regard sur ce second tour des élections municipales qui se tenaient dimanche dernier. Et vous souhaitez non pas parler en premier lieu des partis, des gagnants ou des perdants, mais d'un mal français, signe peut-être du désamour en la chose politique. Et on va parler de la participation et de l'abstention. 57,03% de participation, c'est la participation définitive. On est très loin de 2020 parce qu'il faut mettre de côté la crise sanitaire, mais en revanche, c'est moins qu'en 2014, c'est moins qu'en 2008. Geoffroy Lejeune. Cher Philippe, quelle est selon vous la signification de cette abstention record lors du second tour des élections municipales ? La signification doit être étudiée, regardée, observée avec le plus grand soin. Parce que c'est le sommet de la courbe. 43% de Français qui composent le parti, de ceux qui ne sont pas allés aux urnes. 43%. Bon. Alors, il y a plusieurs raisons. Moi, j'en vois trois. Trois éléments d'explication. Le premier élément d'explication, c'est que l'État, en l'occurrence la Macronie, dans une loi folle, a infligé une mesure d'euthanasie à la démocratie locale. C'est cette fameuse loi de 2025 qui a interdit le panachage dans les petites communes de moins de 1000 habitants et qui a rendu obligatoire la parité. C'est mal connaître toutes ces petites communes de France qui sont les forces vives de la France rurale, c'est mal les connaître que d'infliger cette mesure qui a évidemment cloué au sol tout un électorat. C'est-à-dire 25 000 communes étaient concernées. Et donc, le deuxième tour s'est déroulé entre 1500 communes. Et vous savez, il y a une phrase de Tocqueville qui disait « L'institution communale est à la liberté ce que l'école primaire est à la science ». Et en fait, là, on a un État profond qui commande tout et qui ne comprend pas ce qu'est ce qu'on a appelé la démocratie de la poignée de main. C'est-à-dire les proximités affectives et affectueuses. Donc ça, c'est la première raison. Le dégoût de toute la France rurale. La deuxième raison, c'est que, en fait, quand il n'y a plus de conscience civique, les gens ne se déplacent plus. Et pourquoi il n'y a plus de conscience civique ? Parce qu'il y a une éclipse de la conscience nationale. Les deux sont liés. Non seulement les gens se disent, ce qu'on a dit ici, de toute façon, ça ne sert à rien qu'on aille voter puisque le pouvoir n'est plus là. Alors on ne sait pas trop où il est passé, le pouvoir. Le pouvoir s'est absenté, le pouvoir s'est liquéfié, le pouvoir s'est volatilisé, le pouvoir s'est désincarné. Le pouvoir a été aspiré. Ça, les gens le voient. Par contre, on n'a plus le pouvoir, mais on a des normes, des ZFE, etc., etc. Donc, ça ne sert à rien. Voilà ce que les gens se disent. Mais ça va plus loin. L'éclipse de la conscience civique entraînée par l'éclipse de la conscience nationale. Pourquoi l'éclipse de la conscience nationale ? Parce qu'il y a deux murs porteurs qui ont été abandonnés par la classe politique et par les cours suprêmes. C'est la citoyenneté et la souveraineté. Je m'explique. La citoyenneté, c'est la différence qu'il y a entre un citoyen et un étranger, qui est récusée maintenant par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, puisqu'on est dans la préférence étrangère. Monsieur Fabius est intervenu en 2023 pour expliquer la préférence nationale est contraire à la Constitution. Ça veut dire que si vous accordez des droits aux citoyens que n'ont pas les étrangers, c'est contraire à la Constitution. Et donc s'il n'y a plus de distinction au bénéfice des citoyens entre les citoyens
et les étrangers, que signifie le civisme? Civitas, civisme. Rien. Et deuxièmement, la souveraineté. Si le pays n'est plus souverain, ça ne sert à rien d'aller voter, puisque la souveraineté est ailleurs. Or, que nous dit Macron depuis 10 ans? C'est fini la souveraineté nationale, on passe à la souveraineté européenne. Or, De Gaulle disait très bien, il n'y a pas de souveraineté populaire s'il n'y a pas la souveraineté nationale. Et donc, il n'y a plus la souveraineté nationale, la souveraineté elle est partie ailleurs, elle est partie à Bruxelles, et donc il n'y a plus de souveraineté populaire. Mais ça va plus loin. Et je terminerai par là. En fait, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de société. En d'autres termes, l'État a perdu sa puissance régalienne, il n'assure plus la sécurité. Donc à quoi bon aller voter? La nation a perdu son lien amoureux, c'est plus ce que c'est que la France. Il y a une abstraction, le vivre ensemble, c'est tout. Et troisièmement, la société a perdu ses voisinages et ses repères. Lorsque J.D. Vance est venu à Munich, il a prononcé une phrase qui a fait hurler toute la caste, pour reprendre le mot de Vincent Bolloré dans sa brillantissime audition cette semaine, la caste. Et donc, il a dit à la caste, en fait, vous pratiquez l'endocolonisation. Qu'est-ce que c'est que l'endocolonisation? C'est la colonisation du peuple par les élites. C'est-à-dire que le peuple, on n'en tient plus compte, ce sont les élites qui commandent tout et qui veulent commander le cœur du peuple. L'endocolonisation. Et on a eu une preuve cette semaine avec la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, je terminerai par là, qui a dit non, pas de référendum sur l'immigration, c'est anti-républicain. Ah bon? C'est anti-républicain un référendum sur l'immigration? Le fait que le peuple se prononce sur la question du pronostic vital, c'est anti-républicain? Ah oui, ça veut dire qu'en fait, cette république, elle est devenue la république des copains et des coquins, la république des oligarques. Et de cette république-là, les Français ne veulent pas, ils préfèrent rester chez eux. À la veille du premier tour, Philippe de Villiers, vous aviez ici même d'ailleurs annoncé que la vague verte allait mourir sur la grève. Vous aviez ainsi prédit la fin de l'écologisme municipal. Les résultats ne vous ont pas forcément donné tort, bien au contraire. Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Besançon, les grandes villes perdues par les écolos. J'aurais pu rajouter Annecy, même si le maire sortant ne se représentait pas, Colombes ou encore Bègles en Gironde. Philippe de Villiers, quelle conclusion tirez-vous de l'avenir incertain de l'écologie en politique? Et c'est la formule aussi, on parle parfois d'écologisme. Je pense que c'est la fin de l'écologisme municipal. Tout de suite, une précaution. Moi, je suis écolo de droite. Je crois à l'arbre avec ses racines et ses ramages. Je pense que dans un pays, s'il n'y a plus le civisme écologique, il n'y a plus de société possible. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, comme la plante, entre la terre et le ciel, a besoin d'humus et de lumière. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de l'idéologie verte. Cette idéologie verte, elle a été rejetée. Il faut examiner pourquoi. D'abord, l'écologie qu'on nous impose, c'est une écologie punitive, une écologie radicale, une écologie carcérale. D'où elle vient? Elle vient de l'idée qu'il y a un grand soir. Le grand soir, c'est le retour à la mère nature, avec le parrainage, à l'époque, de Greta Thunberg, la Jeanne d'Arc de la couche d'ozone, qui entend les voix de la couche d'ozone. C'est parti comme ça. Et à partir de là, on a voulu nous imposer la société décarbonée, qui est devenue une société totalitaire. Je parlais des ZFE, on peut parler de l'interdiction des automobiles. Souvenez-vous de la soirée de la liturgie grégorienne dimanche soir à Paris.
avec métro, vélo, bobo. C'est la nouvelle trinité grégorienne de M. Grégoire. Et donc, phobie du sapin de Noël, phobie du calendrier grégorien, l'autre, phobie des crèches, phobie du Tour de France, phobie de toutes les traditions, et puis le no-kid, pas d'enfants parce qu'ils polluent, etc. Et donc ça, c'est un côté totalitaire. Les gens ont compris qu'en fait, l'écologisme, c'était une forme de totalitarisme. Et ça va plus loin, puisque c'est une écologie stérile, puisqu'elle prône la décroissance et la fin du productivisme concurrentiel. Et donc, elle pousse à la délocalisation de l'agriculture, la délocalisation de l'industrie, la délocalisation de toute notre richesse et la substitution d'un pays consommateur à un pays de producteur. C'est ça l'écologisme. Et enfin, l'écolo-sociétalisme, ne l'oublions pas. C'est-à-dire qu'on nous parle de l'anthropocène. L'anthropocène, ça veut dire que c'est l'homme qui est le grand responsable du dérèglement climatique et maintenant du capitalocène. Pardon, du néologie, c'est pas de moi. Qui veut dire l'homme responsable de toute la destruction de la planète. Et il me vient à l'esprit un souvenir. En 1999, je me souviens avoir croisé José Bové. Et en fait, je lui ai dit, je ne peux pas vous condamner dans ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démonté un McDonald's à Millau. Et quand vous regardez ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe maintenant, il a démonté un McDonald's contre la malbouffe et contre une forme de capitalisme sans entrailles qui nous infligeait les OGM, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est plus José Bové. Aujourd'hui, on a des écolos qui jettent des louches de soupe sur l'Angélus de Millet. En d'autres termes, il n'y a plus aucun rapport entre l'acte et la cause. C'est la fin de l'écologisme. Geoffroy Lejeune. Philippe, quels sont selon vous les principaux enseignements de ce second tour des élections municipales sur l'état politique de la France à un an de l'élection présidentielle? Premier enseignement, c'est l'irruption du vote ethnique. C'est une grande première. Deuxième enseignement, c'est métropolia contre périphéria, pour parler comme Christophe Guilluy dans le Figaro Magazine avec Alexandre Devecchio, l'excellent Alexandre Devecchio. Troisième enseignement, et c'est sur cet enseignement que je voudrais insister parce que personne n'en a parlé, ou presque, c'est le nouveau paradigme, un renversement historique majeur, qui fait que dans l'histoire politique de la France, on retiendra le 20 mars 2026. Je m'explique. Avec François Mitterrand, depuis 1981, il était recommandé à la gauche classique de s'allier avec l'extrême gauche. Et il était recommandé dans le même temps à la droite classique de ne pas s'allier avec la droite nationale, dite extrême. Il fallait appliquer un interdit moral qui avait un nom, le cordon sanitaire, dessiné par François Mitterrand. Et tout ça a fonctionné pendant 40 ans, parfaitement. La gauche unie, la droite divisée, jusqu'au moment où tout bascule. Tout bascule à Nice et à Toulouse. Ce sont les deux laboratoires du grand basculement. À Nice, on a l'union des droites qui gagne, et à Toulouse, on a l'union des gauches qui perd. Et à partir de ce moment-là, panique à bord. Et vous avez le secrétaire général du PS, non pas Louis Jouvet, mais Pierre Jouvet, c'est un autre théâtre, qui explique Mélenchon est pour la gauche un boulet. Et moi, je dis, le boulet a changé de canon. En d'autres termes, pendant 40 ans, on acceptait que la droite fût coupée en deux.
Et on n'acceptait pas que la gauche fût coupée en deux. Donc la gauche était unie, la droite était désunie. C'était un impératif moral, accepté par les deux camps. Et tout à coup, c'est l'inverse. Tout à coup, on a un tropisme à droite vers l'union des droites, quelles que soient les petites pensées des petits politiciens et histrions de LR et d'ailleurs. Et puis on a le tropisme vers la désunion des gauches, quelles que soient les nostalgies de ceux qui voudraient qu'elle fût encore unie. Et donc on entre dans une toute nouvelle période. C'est la fin de l'union de la gauche, c'est le début de l'union des droites. Philippe, depuis dimanche, dans les villes remportées par la France insoumise, mais pas que aussi, des maires sortants ont été bousculés, hués, injuriés, parfois escortés, contraints d'être escortés par les policiers pour éviter les coups. J'apprends par exemple à l'instant, pour le premier conseil municipal de Roubaix, que lorsque Céline Saya, la conseillère municipale de l'opposition Rassemblement National, a pris la parole, eh bien, elle a été, par exemple, huée. Voyez cette séquence dans quelques villes et nous parlerons justement de l'interprétation que vous pouvez faire de cette violence en politique. Ouais, tu nous as trop fait la misère. Allez, dégage de là. Respectez. Attire-toi. Geoffroy Lejeune. Philippe, quelle est votre interprétation de ces images et de cette violence ? Eh bien, mon interprétation, c'est pas la mienne, c'est celle de Rima Hassan. Et si on pouvait voir le tweet de Rima Hassan... La fierté des nôtres, elle relaie un message de Bamako Soldat qui dit « 6 mères noires issues de banlieue à la tête de ville qui les ont vues grandir par un hasard. Et ce n'est que, je résume rapidement, et ce n'est que le début. » Et elle dit, c'est le début, c'est que le début. Alors, le début de quoi ? C'est le début d'une ère nouvelle. L'ère ethnopolitique. C'est-à-dire qu'elle dit 5 mères noires. C'est pas moi qui le dis, c'est pas vous, pas nous. C'est-à-dire qu'elle installe la dialectique nouvelle. Écoutez-moi bien, parce que c'est capital ce qui se passe. Entre les racisés et les non-racisés. On est sur une pente Afrique du Sud après l'apartheid, où les Blancs ont été virés. C'est ce qui va nous arriver. Donc, les racisés et les non-racisés. Racisés. Donc, ils traitaient les gens de droite de racisme. Maintenant, ils parlent, eux, de racialisme. Et deuxièmement, il y a l'ancienne France et la nouvelle France. Donc, on comprend ce qui va advenir à l'ancienne France, qu'on ferait mieux d'appeler la vraie France. Alors, en fait, moi, je fais quelques observations pour vous répondre. Première observation, j'ai observé toute la semaine ce qui s'est passé. En fait, il ne s'est rien passé le lundi. C'est le mardi CNews qui, avec Pascal Praud, lance le sujet. Puis, pendant toute la semaine, CNews continue sur le sujet. Et là, il y a les réseaux sociaux qui reprennent. Et derrière, il y a les grandes chaînes nationales. France 2, puis TF1, finalement, je crois, vendredi. En d'autres termes, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas CNews, il ne serait rien passé. Personne n'aurait rien dit. Et on comprend pourquoi Emmanuel Macron veut supprimer ou censurer les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui un contre-pouvoir absolument essentiel. Deuxième réflexion, on est là devant un geste de revanche, un geste de conquête.
un geste d'intimidation. Qu'est-ce que ça veut dire, ce geste? Ça veut dire, en fait, une communauté qui chasse une autre communauté. Soyons concrets. Rima Hassan a très bien dit ça en citant Frantz Fanon. C'est pour le coloniser, la vie ne peut renaître que de la décomposition du cadavre du colon. Donc il y a le colonisé et le colon. Et donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, il faut que les Français comprennent. On est devant la situation suivante. Vous nous avez colonisés, on va vous coloniser à notre tour. C'est l'écho à la phrase fameuse de Macron en 2017 à Alger. La colonisation était un crime contre l'humanité. Donc nous sommes des criminels, nous les Français et nous les Européens. Et donc c'est à notre tour d'être colonisés. Donc c'est un geste décolonial et recolonial. Troisièmement, depuis le meurtre de Quentin, la violence a trouvé son excuse absolutoire. Et même la victime, le coupable a trouvé une posture de victime accusatoire. Et donc, en fait, là, cette violence, elle ne suscite aucune réaction de la part de la classe politique et de la classe médiatique, sauf exception. Parce que maintenant, ça y est, on a basculé dans une société où, quand c'est au nom de l'antifascisme et d'une société qui doit au nom d'une société qui doit disparaître, la violence est excusable. Et enfin, je vous dirais ceci. La classe politique ne comprend toujours pas. Comme après les émeutes du 31 mai dernier, après la Ligue des Champions. Elle ne comprend toujours pas qu'on a changé de société, qu'on est passé d'une société homogène, celle de mon enfance, celle de ma jeunesse, qui avait ses codes, ses capillarités, ses voisinages affectifs, ses repères, à une société tribalisée, multifracturée, multidéculturée, multiconflictuelle, et proche de la libanisation. La preuve, il y a les premières milices, la Jeune Garde. Et donc, il faut prendre très au sérieux ces foules vociférantes qui nous disent quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Ils nous disent en gros, dehors.